Marcof dans tous ses états. Le face-à-face. Peur. La peur, c'est quoi? Non, vous inquiétez pas, on va pas faire un cours de philosophie. Mais nous sommes avec Piero San Giorgio, qui est un survivaliste. On va expliquer avec lui. On l'avait déjà reçu avec plaisir pour le survivre à l'effondrement économique paru chez Culture et Racines. Et puis là, il sort deux livres, le tome 2, Survivre à la peur, justement, la peur. Et puis gros, Survivre à la malbouffe. Voilà. En fait, ça me rappelle ce grand slogan des étudiants de 70, vivre et pas survivre. Mais apparemment, aujourd'hui, on ne sait plus comment vivre, donc on essaie déjà de survivre, ce qui n'est pas si mal. Alors, Piero San Giorgio, j'ai regardé, je ne dis pas que j'ai tout lu, mais j'ai quand même lu ce tome 2, j'ai regardé, et je me dis, vous dites survivre à la peur. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, et ça nous amène évidemment au contenu, mais il y a un management par la peur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, d'ailleurs, les pouvoirs, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, c'est formidable. Il y a ce que j'appelle une ingénierie sociale, qui est là, vous savez, gouvernée par le chaos, survivre à la peur, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, comment on va tenir les 80% dont on n'a absolument pas besoin, mais comme on n'est plus Hitler ou Mussolini ou Pol Pot, on va pas les tuer, on va les, qu'ils soient tranquilles et qu'ils nous écoutent, puisque nous, on sait ce qu'il faut faire, on sait mieux que nous, que vous, que ce qui est beau pour nous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a la peur. Alors, pourquoi je dis la peur? Covid, 5 ans, on a vu un peu la gestion. Je parle de la gestion, je parle pas de... guerre, Russie-Ukraine, guerre au Proche-Orient, le climat, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, et vous donnez un certain nombre sur la peur, et Dieu sait si on peut en parler, et les moyens d'y remédier ou de la combattre, mais est-ce qu'il n'y a pas cette chose qui est l'éléphant dans le salon, cette culture politico-économico-éthico de la peur inculquée au plus grand nombre? Absolument. D'abord, merci pour votre invitation. Et oui, les États, les puissants ont, au travers de l'histoire, souvent utilisé la peur pour contrôler la population. Mais la grande différence, c'est que si avant, on donnait en général une peur extérieure ou un ennemi intérieur auquel l'État ou le puissant, le seigneur, apportait une solution par la préparation à la guerre, ou par exemple une prospérité qu'on met en place pour renforcer une nation. Aujourd'hui, on constate que ce sont peur après peur après peur. Effectivement, la maladie, le virus, la pandémie, le vaccin, vous allez mourir si vous ne faites pas ceci ou cela. Et puis ensuite, il y a les Russes. Et puis ensuite, avant c'était les Libyens, avant c'était Saddam Hussein. Enfin, on a une histoire assez longue ces 30, 40 dernières années. Mais on n'apporte plus tellement des solutions. C'est presque une peur après une qui en chasse l'autre, sans que on voit nos situations s'améliorer ou qu'on ait une stratégie claire. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fuite en avant dans cette peur et qui nous apporte un épuisement, puisque la peur est une émotion qui est suscitée en nous par un événement réel ou imaginaire. Mais cette réaction, elle est bien réelle, elle peut se traduire de beaucoup de manières. Certains deviennent angoissés, anxieux, d'autres développent des phobies suite à des traumatismes, ça c'est plutôt dans l'enfance, mais enfin, en tant que société, nous avons maintenant des peurs collectives et donc nous avons des angoisses collectives qui nous font du mal dans notre santé, et c'est bien pour ça que j'ai un deuxième livre sur ce thème de finalement de la santé, de la malbouffe qui est ajouté. Mais si on reste réellement sur simplement la peur, la tristesse de la chose, c'est que la peur est une émotion qui nous veut du bien en réalité. Elle est là pour nous protéger, elle est là pour nous permettre, si ce n'est d'éviter le danger, d'y répondre d'une manière efficace. En tout cas, de penser à la défense, aux défenses, qu'elles soient immunitaires ou autres. Exactement. Ouais. Et donc, nos réponses habituelles sont la paralysie, la fuite ou le combat. Il y a aussi la soumission qui se met en place. Et probablement, c'est ce qui est recherché. Tout à fait. Je parlais pouvoir, c'est bien la soumission. Probablement. Confinement, restez chez vous, ne bougez pas, etc., etc. Néanmoins, la réaction, elle est difficile à contrôler puisque collectivement, nous avons par moments des paralysies, par moments des soumissions, mais tout cela amène à l'épuisement. Et une manière de sortir de l'épuisement, pour l'individu comme pour la collectivité, à bon escient ou non, c'est ensuite le combat. Et ça, je suis pas sûr qu'il le recherche vraiment. Et je crains qu'il nous amène à une situation d'énervement
qui peut leur exploser à la figure. Et de stress, etc. Exactement. Cet cet excès de peur et de stress pourrait amener à des réactions d'insoumission d'abord, mais peut-être même d'insurrection plus tard. Donc attention. Alors justement, comment prendre conscience de cela? Parce que effectivement, il y a la peur. On a suivi ça vraiment très bien dans le Covid. La peur, évidemment, vous allez tous mourir. Donc, quand on dit vous allez tous mourir, personne n'a envie de mourir. On sait qu'on va mourir un jour, mais le plus tard possible. Donc, la peur, la sidération, le côté, et surtout on nous dit ça d'en haut. Donc ils savent. C'est ceux qui savent, qui parlent et qui vous disent attention, il faut que vous ayez peur. Parce que, alors, comment on combat cela? Parce que vous en parlez justement. Comment les défenses se mettent en place? Comment elles peuvent se mettre en place pour effectivement dire, et on l'a vu, nous, on a vraiment suivi ça. Comment prendre conscience que c'est pas évident que ce qu'on nous a raconté. C'est quelque chose que mes lecteurs m'ont demandé, en fait, au fur et à mesure des années, car malgré moi, en écrivant des livres sur l'effondrement économique qui arrive et comment on s'y prépare, bien que mon intention était d'aider les gens à se préparer, les gens me disent, mais ton propos est très anxiogène, nous avons peur de ce qui arrive. Et ça s'ajoutait effectivement à l'ambiance actuelle. Oui. Et donc j'ai beaucoup travaillé, c'est un travail de 9 ans, et c'est pour ça qu'en plus je sors en 2 volumes, parce que le premier volume était une approche de compréhension de ce qu'est l'émotion de peur au niveau neurologique, au niveau du corps, au niveau de notre réaction, et puis une réflexion, une solution qui passe par une réflexion, dans le tome 1, philosophique et mentale. La peur de la mort, on va pas y répondre en faisant du jogging. On va en améliorant notre taux de cholestérol. On va y répondre par la philosophie, par la spiritualité, éventuellement des religions, qui sont là pour nous donner des solutions, a priori. En tout cas, elles ont été créées, à mon sens. En tout cas, des parades et des défenses. Ouais. Et l'espoir d'autres mondes, ou plus tard, ou des réincarnations, ça dépend desquelles. Et cette approche nécessite une introspection qui nécessite de bien se comprendre pour pouvoir ensuite travailler mentalement et psychologiquement sur ces peurs. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a, et ça fonctionne en binôme, en synchronicité, des gestions de la peur par, d'abord, alors ça c'est le tome 2, la réduction des éléments stresseurs et des éléments qui nous font peur. Donc, par exemple, peut-être moins écouter les médias, peut-être moins être là quand on nous raconte ce qui nous rend anxieux et apeurés. Oui, c'est qu'on passe sa vie à écouter ce qui se passe, et comme on ne donne que les trains en collision et jamais les trains qui marchent. Exactement. Donc, c'est exactement une bonne image. Et ensuite, et ça c'est la grande partie de ce tome 2, c'est toutes les approches physiologiques, comment notre corps peut nous aider à atténuer, gérer et utiliser cette émotion qui est suscitée en nous à notre avantage. Et là, bien entendu, alors ça paraît du bon sens, mais la respiration permet de ralentir nos battements cardiaques qui s'accélèrent lorsque nous avons peur et nous sommes sous stress. Sûr. Et si on y pense, si on a ce moment presque de méditation en pleine conscience qui ne peut durer que quelques secondes, il n'y a pas besoin de passer 3 heures à faire du yoga, bien que le yoga est génial pour ce genre de choses, eh bien, voilà, on a quelqu'un qui nous fait une queue de poisson, on est énervé par le trafic, je suis sûr que ça vous arrive jamais ici à Paris, mais... Jamais, ça n'existe pas. Respirer un bon coup, respiration abdominale, respiration 4-4-4, ça nous permet de calmer nos émotions. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc cette approche physique, elle va nous apporter cette sérénité mentale, cette adaptation physique à la réponse à la peur. Alors justement, Piero di San Giorgio, comment vous appliquez, parce que vous êtes très pratique, vous donnez des conseils extrêmement pratiques, quotidiens, etc. Alors justement, comment on fait la jonction? Et ça m'intéresse. Par exemple, voilà, on vient de me dire, écoutez, ça y est, demain on est confinés. On est tous confinés. Si vous voulez sortir, vous allez vous faire votre propre attestation, mais vous sortez au bout de 500 mètres. Attention. Et puis si vous allez là ou là ou là, etc. Et si... Parce qu'on l'a dit, mais je fais la caricature, mais c'est un Premier ministre qui a dit ça, vous savez, Jean Castex, pour ne pas le nommer. Attention, si vous allez au café, au moment où vous pouvez aller à café, vous avez de droit de consommer assis, mais pas debout. Si vous consommez debout, vous savez que le virus passe à 1,50 m de hauteur et vous fauche. Comment, moi, qui entends ça, qui a peur de ça, comment, pratiquement, Piero di San Giorgio, je réagis? Je me souviens comment j'ai réagi à l'époque, mais c'est clairement une approche d'abord de compréhension du problème.
On me dit un certain nombre d'informations, lesquelles sont possibles d'être vraies, et lesquelles sont complètement débiles, excusez-moi. Et je ne le sais pas, moi. Mais on ne le sait pas. Mais c'est vrai qu'un virus, à partir d'une certaine altitude, ça me paraît étrange. Mais donc on commence à comprendre le problème. Comprendre notre réaction à ce problème qui est parfois plus rapide que notre esprit. La réaction à la peur, elle se fait en une milliseconde. Notre compréhension, elle demande plusieurs secondes, en tout cas, ou plusieurs minutes, ou pour des sujets très complexes, de la recherche, voire des heures, des jours. Et donc, on va utiliser notre mental, qui est quand même notre apanage d'être humain, pour maîtriser cet instinct de peur. Puis, l'application de plusieurs techniques, si on sent qu'effectivement on est angoissé, on a ces niveaux d'anxiété forte qui amènent battement cardiaque élevé, la transpiration, on reconnaît ces symptômes et donc on se dit j'ai peur. Donc on reconnaît la peur, on reconnaît qu'on l'a. Et puis à ce moment-là, on a des techniques, j'en donne plusieurs dizaines dans ce deuxième tome. Vous avez donné la respiration, par exemple. Et il y a plusieurs technique de respiration. Moi, j'utilise beaucoup la respiration abdominale quand je sais que quand ma femme m'engueule, je réponds pas. Je respire. J'essaie de comprendre pourquoi. Et vous êtes vraiment zen. Quelle est la meilleure réponse pour obtenir ce que moi je veux. Vous voyez, alors voilà, il faut lire ce livre si votre femme ou votre mari vous embête. Comment ça vous... ou la police, ou l'État, ou les impôts. Il y a une approche de gestion de cette anxiété par le corps. La partie philosophique, elle se fait en amont. Par exemple, moi, je sais que je vais mourir. Ça peut surprendre, mais je vais mourir, et même si je suis survivaliste. Et donc, j'ai accepté par un travail long, et c'est un travail qui est impossible à faire quand on a 20 ans, parce qu'on est immortel à 20 ans. Bien sûr. Mais à partir de 40, 50, 60 ans, on va commencer à peut-être plus facilement essayer de se dire, oula, je grince le matin quand je me réveille, il y a des trucs qui me font mal, bizarre. Ok. Ça vous fait mal, c'est que vous êtes vivant. C'est ça. Déjà pas mal. C'est ça. Et donc, on va peut-être approcher les choses en considérant, bon, après tout, quelle est la pire des choses qui peut arriver avec une pandémie ou un virus? La pire des choses, c'est peut-être pas d'ailleurs que je meure. La pire des choses, c'est que je transmette quelque chose de dangereux à mes enfants. Et donc, on va essayer de gérer la chose au mieux. Et puis ensuite, par la connaissance, on se rend compte que non, c'est pas probable et que ça va aller. Que ça va aller. On va en parler juste après cette petite pause. Piero San Giorgio, c'est important survivre à la peur parce que effectivement, la peur étant aujourd'hui planétairement un mode de gouvernement ou un mode de gestion, un mode de management, comment pratiquement, quotidiennement, c'est là où vous répondez qu'est-ce qu'on peut faire et comment. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Comment survivre à la peur, hein? C'est une bonne question, ça. Et il y a de bonnes réponses chez notamment Piero San Giorgio, qui publie son tome 2 de Survivre à la peur, aux éditions Culture et Racine. Et puis, on va parler aussi de l'alimentation de gros, survivre à la malbouffe. Là aussi, la malbouffe, c'est une sacrée question, elle n'est pas nouvelle. Je me rappelle, le premier livre sur la malbouffe, qui a étudié malbouffe, c'était Jacques de Ronet, il y a 40 ou 50 ans, je crois, la malbouffe, qui avait fait d'ailleurs un best-seller incroyable. Mais je reviens, restons un peu sur cet ennemi mortel, en tout cas cet ennemi intime qui est la peur. Piero San Giorgio, vous en parlez très longuement. Donc vous, ce que vous dites, enfin c'est un peu le cœur de votre livre, la ligne rouge, c'est, vous dites, on a des armes, chacun d'entre nous a des armes pour, en tout cas, sinon la faire disparaître, c'est pas le problème, mais l'atténuer et la gérer peut-être. Oui. Et l'utiliser. Et c'est vrai que peur, anxiété liée au stress, liée aux événements de quotidien, autant que les événements de la grande histoire, avec un grand H qui arrive, s'accélère. Nos ancêtres n'avaient jamais ce niveau de stress permanent que nous avons aujourd'hui. En plus, il faut ajouter le stress de la famille, du travail, des transports. Et le monde moderne est particulièrement effrayant, en réalité, pour nos organismes qui ne sont pas adaptés. Nous sommes encore adaptés à être des chasseurs-cueilleurs, peut-être un petit peu des cultivateurs, mais on n'est pas encore à ces mégalopoles. Ou même le travail en usine ne générait pas autant de stress, bien sûr qu'il était terrible, mais pas le stress que nous avons aujourd'hui. Oui, parce que même le stress physique, il est relativement gérable par un corps qui est capable de être bien fonctionnel. Mais dès qu'on arrive sur le mental, l'anxiété, c'est aussi une approche humaine, particulièrement humaine. Le chien, le chat, il va pas réfléchir à ce qui va se passer dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je dois voir mon patron, il va me dire si j'ai bien bossé ou pas, peut-être que j'ai une augmentation.
c'est positif, mais peut-être qu'il va me gueuler. Et puis la situation économique, c'est là où la crise, on vit très difficilement et ça finit par nous tuer, nous faire du mal, des maladies liées, en tout cas, qui sont amplifiées par ces effets-là. Et donc, surtout dans ce deuxième tome, je travaille sur l'approche physique, c'est-à-dire qu'un corps affûté, bien préparé, qui est reposé, donc par exemple l'importance du sommeil réparateur, long, efficient, avec très important le sommeil, oui. Avec tout ce qui nous permet de nous endormir correctement, de ne pas avoir d'insomnie. Et puis il y a donc un corps qui est capable d'être fonctionnel et qui va tenir malgré notre sédentarité, malgré le fait qu'on est assis toute la journée dans notre voiture, chez nous, dans notre canapé ou au travail, et donc avec des propensions à avoir du mal au dos chronique, etc., qui nous angoisse parce qu'on se dit oula, si j'ai mal au dos, je ne pourrai plus travailler, je vais me faire bien. Tout s'enchaîne très vite. Nous avons besoin de travailler tous ces éléments d'apaisement, d'évitement peut-être par moment, et quand on ne peut pas éviter, de bonne gestion et d'utilisation de la peur pour au contraire nous inciter à l'action. Alors vous dites, quels sont les axes principaux? Vous dites le sommeil? Alors il y a le sommeil, on peut imaginer on peut même dire que la nutrition fait partie de la chose. On va en parler bien sûr, l'alimentation puissant, l'activité physique, la méditation pleine conscience, le yoga, sont des outils qui nous permettent de nous préparer à bien répondre en amont ou sur le moment à des moments effrayants ou de peur. Il y a bien sûr la capacité à combattre. Moi, j'aime beaucoup cette approche. Ça, c'est très survivaliste, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous appelez la capacité à combattre? Alors, dans ce domaine, c'est que lorsqu'on est capable physiquement de faire face à un danger, alors aujourd'hui, évidemment, il y a peu de tigres à dents de sabre qui arpentent les rues, mais il y a d'autres dangers. C'est l'insécurité, le sentiment d'insécurité, on le connaît. Dans les villes. Celui ou celle qui a une capacité d'abord à fuir vite, si c'est possible, éviter ce danger-là, ou même s'il est inévitable, y faire face physiquement de manière... se défendre. Exactement, aussi, de manière efficace et savoir se défendre avec, par exemple, la maîtrise des arts martiaux, etc., nous donne une certaine sécurité mentalement. C'est pas la garantie de zéro danger, mais ça nous donne une sécurité. Donc j'aime bien cette approche il faut savoir être un guerrier ou une guerrière, il faut savoir combattre et pouvoir faire face à toutes sortes de dangers. Et donc c'est aussi une hygiène de vie avec la possibilité de pouvoir déjà courir, marcher, se soulever, monter par-dessus un mur, une barrière. Enfin, ce sont des petites choses, mais qu'on oublie parce qu'on est assis dans nos bureaux, dans nos voitures, etc. Or, elles sont importantes. En fait, ce que vous dites, Piero San Giorgio, si la vie, on le sait, est un métier à risque, il faut qu'il soit un sport de combat. Aussi. C'est ça, parce que les risques, il faut savoir les affronter, ou en tout cas fuir peut-être, ou s'en défendre. Et puis, il y a aussi d'autres aspects à la gestion de la peur qui sont par exemple liés à l'humour. Avoir un sens de la dérision, ne pas prendre les choses trop au sérieux. Y compris envers soi-même. Et absolument, envers soi-même. Alors là, les Britanniques nous donnent des belles leçons, mais l'humour français n'est pas en reste non plus. Nous avons cette capacité à rire de nous, de nos malheurs, et donc de nos peurs, et de les atténuer en faisant ceci. Vous dites que l'humour est aussi une arme, ce point de vue, contre la... Ouais. C'est une arme pour nous et contre les autres aussi, par moment. J'ai pas de leçon à vous donner en France pour l'humour, notamment vous êtes des champions d'humour politique. Mais toutes ces méthodes, toutes ces techniques que j'utilise moi-même aussi, elles se concatènent, elles s'assemblent les unes aux autres pour faire de nous un être complet, un être le plus efficace possible, en fonction, bien entendu, de nos particularités, de notre historique personnel, bien sûr, qui vont nous permettre de, encore une fois, mieux éviter les éléments stresseurs et de peur, mieux les gérer lorsqu'ils arrivent et même les utiliser. Et in fine, c'est ça que j'essaye toujours de passer comme message dans tous mes livres depuis le début, c'est de nous inciter à agir. Agir pour améliorer nos vies, dans le collectif et améliorer ce collectif dans lequel nous vivons par... alors moi, je suis pas trop dans l'approche politique, ça ne m'intéresse pas, ou peut-être que c'est trop compliqué pour moi. Moi, je suis un homme simple. En revanche, travailler sa propre personnalité, sa propre philosophie, son propre corps, sa propre nutrition ou son sommeil, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Et il n'y a pas d'excuse. Ça ne veut pas dire que le résultat est garanti, mais on n'a pas d'excuse pour ne pas démarrer l'action. Alors, ce que vous dites, de toute façon, même s'il y a évidemment le politique, l'économique et autres, mais il faut commencer par soi. C'est ça. Le risque, lorsqu'on dit il faut commencer tous ensemble ou travailler collectivement en point de départ, on peut travailler collectivement comme résultat, mais si on commence par le collectif,
il y a le tir au flanc, on va faire en sorte que ce soit les autres qui le font, on va faire semblant de travailler en espérant que les autres fassent le boulot. On veut mettre la responsabilité sur les autres si ça va pas, on se etc. déresponsabilise et ça ne marche jamais. Il faut travailler sur soi-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut dire de positif. Moi, je ne considère pas que ces livres sont du développement personnel, mais j'avoue que le développement personnel, s'il a au moins une qualité, au moins une, c'est celle d'inciter les gens à se prendre en charge et de démarrer une action sur eux-mêmes, et ça, je le revendique aussi. Alors oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, enfin, on ne va pas trop s'apesantir là-dessus, mais dans le coaching développement personnel, il y a quand même... je ne dirais pas beaucoup d'arnaques, n'exagérons pas, mais enfin beaucoup d'effets un peu superficiels, et au nom du développement personnel, on fait un peu n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Non, là, au contraire, et vous l'avez vu en feuilletant le livre, il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup d'exemples. J'essaye vraiment d'être concret et de donner les outils pour avancer, mais ce ne sont pas des outils farfelus, j'y crois, c'est bon. Non, il faut travailler. Malheureusement, je dis toujours, chers amis, chers lecteurs, ou ceux qui m'écoutent sur mon site YouTube, etc., je ne vous apporte pas la facilité, je vous apporte du boulot. Et il va falloir travailler. C'est le prix à payer pour s'en sortir. Vous sortez pas les lapins du chapeau, vous ne faites pas les recettes miracles, quoi. Non. Vous dites travailler. Voilà la piste à suivre pour commencer votre travail. Et ces 2 tomes sont assez denses, 900 pages le premier, 700 pages le deuxième. Donc je me moque pas d'eux. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de pistes à suivre, mais à un moment, le boulot, c'est le leur. C'est nous tous, nous devons faire le travail sur nous-mêmes. Et alors, depuis le temps que vous faites, parce que ça fait quoi, une vingtaine d'années maintenant? Presque, à peu près, ou presque, enfin 15 à 20 ans. 15 ans le premier livre. Alors, ça m'intéresse d'avoir l'auteur. Quelles sont les réactions? Je dis pas qu'il vous dit c'est bien, c'est pas bien, etc. Ce que je veux dire, c'est quel genre de réaction vous suscitez, vos livres suscitent. Alors, par rapport aux gens que vous rencontrez. Beaucoup de gens... En fait, malheureusement, beaucoup de gens attendent un prophète, attendent quelqu'un qui lui dit, voilà, en 2026, il y aura la guerre nucléaire. Voilà. On veut le gourou, et il faut se préparer. Et moi, je dis non. On doit travailler sur nous-mêmes, et c'est pour ça que mes livres les plus récents vont un peu plus dans des éléments plus granulaires, qui sont moins généraux. Le corps, la peur. Alors qu'au départ, je parlais de la crise économique globale très lourde qui est en train d'arriver, dont les symptômes se voient maintenant avec l'inflation, les crises politiques, les crises sociales qui s'enveniment, les géopolitiques qui partent un peu dans tous les sens. Ça, c'était prévu dans mes premiers... Enfin, j'avais même annoncé la guerre Russie-Ukraine en 2011, entre autres. Et donc, voilà, les réactions, malheureusement, elle a été d'anxiété. Elle dit, oui, je veux bien travailler, je veux bien me préparer. Et ceux qui font le travail me disent, au contraire, non, ça a enlevé mon anxiété, le fait de travailler. Je travaille sur mon corps, j'ai commencé à faire des arts martiaux, donc j'ai moins peur. J'ai développé un potager, donc je sais que s'il y a un problème, j'ai des réserves alimentaires et j'ai peut-être de l'eau avec un filtre. Je ne vais pas mourir de faim parce que j'ai ce qu'il faut pour manger, en tout cas. Je sais jeûner, ça j'en parle plutôt dans le livre de gros. Je sais que je peux vivre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans manger. Je vais pas commencer à paniquer. Paniquer, c'est toujours pas bon. Et donc, ce travail, lorsque les gens sont dans l'action et dans le travail, ils me disent que ça les apaise. Ceux qui ne sont là que pour le divertissement me disent c'est un petit peu anxiogène tout ça. Et là, j'essaye de les amener à l'action. Et généralement, c'est plutôt un bon retour. J'ai la chance d'avoir un assez grand et vaste lectorat. Touche du bois, ça continue. Mais c'est surtout pour eux ça c'est pour mes lecteurs que j'écris les livres. Mais bien sûr. On va continuer d'en parler. On va parler justement un autre pôle qui a valu un livre à lui tout seul, et ça peut se comprendre, la malbouffe, l'alimentaire, gros. D'ailleurs, vous l'avez pu. On va en parler tout de suite après cette petite pause publicitaire. À tout face à face. Piero San Giorgio, je lis que dans votre biographie, dans votre courte biographie, elle devrait être beaucoup plus longue, mais enfin, vous avez été pendant plus de 20 ans responsable des marchés émergents d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique dans l'industrie des hautes technologies. Ça veut dire que vous vous êtes baladé dans le monde entier, et justement, marché émergent d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique. Ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien, et comment, et quel est ce lien entre ce que vous écrivez aujourd'hui sur la peur, la malbouffe et autres, et votre expérience, et que vous a apporté votre expérience dans ce domaine? C'est vrai que j'ai sillonné en plus l'Amérique du Nord et l'Europe, mais en plus de toute cette immense région qui va de Johannesburg à Tel Aviv, de Riyad à Istanbul et Moscou et Varsovie, toute cette immense région,
Il y a du stress, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de travail. Mais il y a aussi, j'étais très jeune à l'époque, avec moi et mon équipe, on a eu des résultats extraordinaires, mais ça implique que ce n'est pas l'Allemagne. On s'assoit à table, on fait du business autour du petit déjeuner, du dîner, avec des excellents repas dans des excellents restaurants du plateau à Abidjan, à Addis Abeba et partout. Et donc j'ai pris bien 20 kilos entre l'âge de mes 23 ans à mes 30 ans. Et ensuite ça a été une lutte permanente pour les perdre. J'en suis pas tout à fait au bout, mais ça a bien baissé. Et donc ce stress, ça m'a fait réfléchir à tout cela. Ça c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on comprend aussi que la nourriture est un élément tellement important dans les cultures humaines, dans les rapports humains, dans la création de liens. Le nombre de gens qui m'ont acheté, évidemment, c'est des logiciels assez complets. Je bossais pour Oracle, pour Salesforce.com, pour des boîtes comme ça. Des produits de haute technologie. Oui, c'était des projets de plusieurs millions, qui vont de 100 000 à plusieurs millions à l'époque où ça valait quelque chose, 1 million. Mais bref, je plaisante un peu, mais c'est à peine. Et donc, on crée les liens parce qu'on a envie de travailler, de commercer et d'acheter à des gens qu'on connaît et avec qui on se sent bien plus qu'un produit qui est formidable ou pas. Et créer ces liens, et c'est ce qui faisait ma force, modestement, dans ces pays, et c'est ce qui fait que j'étais apprécié dans toute cette région, et que mes patrons américains, eux, ils disaient, mais on comprend pas, eux, quand ils arrivent, ils disent, bon, bah, voilà, mon produit, il fait ça, achète. Ouais. Et toi, je dis non, attends, demande-lui comment ils vont ses enfants, on va s'asseoir à table, on va prendre un thé, un café, un hummus, je sais pas, mais tu vas doucement, tu crées du lien. Relation humaine. Exact. Et donc, dans le bien comme dans le mauvais, parce que j'ai pris 30 kilos, ou pas loin, cette relation humaine, elle est quand même fondamentale à qui nous sommes. Et donc, c'est à la fois formidable, mais dangereux. Le côté méditerranéen vous a un peu aidé, quand même. Je le revendique. C'est pas du tout la même chose. Je le revendique. Nous avons Marc qui est au téléphone. Bonjour Marc. Oui, bonjour André. Bonjour à votre invité. Bonjour. Marc, on vous écoute. Bah écoutez, j'ai pris l'émission en cours, donc j'ai pas entendu tout ce que votre invité disait, mais les derniers mots m'ont beaucoup parlé. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il parlait que certaines personnes ont travaillé sur elles-mêmes. Alors ça, c'est fondamental. Comme la personne qui a dit, moi j'ai travaillé mon potager pour subvenir à mes besoins au cas où, ou d'autres exemples. Moi, vous savez, il y a eu beaucoup de films de science-fiction qui sont passés récemment à la télé avec la fin du monde. Et on voit, vous savez, il y a la tendance survivaliste. Et ma fille m'a dit quelque chose de très, très, très judicieux. Elle m'a dit, mais papa, ces gens qui cherchent à survivre après la fin du monde, dans des bunkers, des choses comme ça sert à quoi si, au final, on a perdu nos amis, notre famille, la nature, les animaux, et que on survit, mais que finalement, on n'a plus tout ce qui nous entoure. On n'a plus ce qui fait la beauté de la vie, quoi. C'est ça. Exactement. Et puis je rebondirais aussi sur ce qu'a dit monsieur, c'est-à-dire que effectivement la relation humaine c'est fondamental. Quand on voyage, on s'en rend compte, surtout en Afrique. Il a pris l'exemple de l'Afrique, mais c'est aussi, vous voyez, des choses fondamentales comme les soins. Vous voyez, et pour faire le lien avec la politique actuellement, les pénuries de médicaments, je trouve ça pitoyable. J'ai une amie qui a un traitement lourd et qui ne peut pas obtenir parce qu'il y a pénurie dans les pharmacies. Et elle prend un traitement alternatif beaucoup plus contraignant. Et donc, effectivement, l'alimentaire, il faut retourner à des fondamentaux. L'alimentaire et également et accessoirement le soin, mais pour des maladies longue durée, je veux dire, lourde. Ouais, merci Marc, mais je voudrais que justement Piero San Giorgio réponde à la la question de la fille de Marc. Oui, très intéressant. Alors, elle va jusqu'au bancaire, mais il y a des gens sur les survivalistes. Il dit oui, d'accord, mais ça sert à quoi de survivre dans un univers de bunker? Alors, dans une situation terrible, hein, on en a connu des guerres, des exterminations de peuples à travers l'histoire. Il y en a plein, malheureusement.
Bien sûr, on fait face. Parfois, on est mis en esclavage. Historiquement, des peuples ont été mis en esclavage, etc. Et donc, les familles séparées, plus jamais ils se sont revus. Mais même plus prosaïquement, quand mes ancêtres italiens quittaient l'Italie pour aller, j'ai de la famille qui a fait ça, qui est partie aux États-Unis, ils sont jamais plus revenus. Donc, ils ont quitté des oncles, des parents, pour toujours. Donc, l'être humain a cette capacité de résilience. Boris Cyrulnik en parle très bien. J'en parlerai dans mon prochain livre. Mais ça c'est pour une autre fois. À faire face. Et évidemment, ce n'est pas facile. Évidemment, c'est terrible. Non, mais la question, elle est surtout, effectivement, est-ce que l'instinct de survie, qui est fondamental, c'est ça. C'est une question presque métaphysique, va-t-il nous amener espérons que non, à nous priver de ce qui fait le goût de la vie, un bon repas, les relations humaines dont vous parlez, etc., etc. Alors, je cite abondamment dans le livre, dans le tome 2 de Survivre à la peur, un psychiatre autrichien, Viktor Frankl, qui est formidable. Je cite énormément de gens qui ont fait un travail sur la psychologie, la psychiatrie, la résilience, et qui nous expliquait que malgré avoir survécu au camp, il était à Auschwitz, il a trouvé une manière d'avoir du bonheur dans des petites choses du quotidien, dans le groupe. Alors ils étaient séparés de leur famille, ils avaient sans doute eu des décès et des morts dans cette situation, mais il avait créé un club de lecture. Ils avaient réussi à passer en douce des livres ou réécrire même à Auschwitz. Exactement. Magique, ouais. Donc en douce, évidemment, caché sous les paillasses des couches des livres. C'est pas tout à fait des lits, des sortes de matelas. Et il a retrouvé une manière de se donner de l'espoir et de créer du lien avec ses camarades d'infortune. Et il a pu être libéré par l'armée rouge et finir, je crois, en Californie, où il a continué son travail de psychiatre qu'il avait commencé à Vienne. Et il a beaucoup travaillé sur cet aspect de résilience. C'est pas le seul. Il y a plein d'exemples de gens qui, dans des malheurs terribles, retrouvent espoir. Et ça, c'est un instinct de l'homme. Donc, on peut le redouter, effectivement. Et la fille de Marc a raison de dire, mais au fond, si on se retrouve dans une situation abominable, à quoi ça sert? Heureusement, notre corps et notre esprit va nous dire non, mais on va pas se laisser abattre, on va trouver l'énergie quelque part. Ça marche pas toujours, il y a des gens qui se laissent mourir, ça arrive. Bien sûr. La majorité des êtres humains se battent, combattent, et c'est pour ça que je parle de combat à la fin de ces livres. La vie est un combat. C'est un combat pour qu'elle soit belle, c'est un combat pour qu'elle soit magnifique, avec plein de vitalité, d'amour. Mais c'est un combat. Ça peut pas venir comme ça c'est un véritable combat ou de l'État-providence. On est tout à fait d'accord. On a Cédric qui nous appelle de Marseille. Bonjour Cédric. Bonjour André, bonjour Monsieur San-Giorgio, bonjour à tous. Bonjour Cédric. Merci de m'accueillir. Alors, je connais Monsieur San-Giorgio via ses réseaux et ses livres. Et en fait, c'est pour dire, alors votre précédent appel disait, se poser des questions justement sur comment survivre au bout à la fin du monde, tout ça. Moi, j'ai adopté le survivalisme, si vous voulez, après la naissance de mon premier enfant, où je me suis commencé à me poser des questions, parce que quand on n'a pas d'enfant, on se dit bon, on vit notre vie, mais du coup, quand on a des enfants, bon, il faut commencer à assurer. Et moi, j'ai commencé à y être pour survivre tout avec, comme disait notre camarade de Vol Ouest, que vous connaissez bien, Monsieur San-Giorgio, se préparer enlève un certain stress dans le quotidien, quand on se prépare sur certaines choses. Et c'est vrai que on le vit mieux. Par exemple, la crise, quand il y a eu à un moment donné les blocages d'essence, le fait d'avoir un peu de stock d'essence, pas participer au marastre, ça enlève un stress, de pas faire la queue pendant 3 heures, vous voyez. Quand il y a eu la crise Covid, d'avoir un peu d'avance devant soi, de pas devoir faire la queue comme si on était en 45 et pendant la Seconde Guerre mondiale, ça enlève un stress. En fait, c'est tous ces petits détails en fait qui font que, d'ailleurs, grâce à votre livre Rue Barbare, qui m'a fait conscientiser certaines choses, c'est très bon livre, Monsieur San-Giorgio, merci. Bravo pour le travail, parce qu'ayant lu, ça a dû vous prendre du temps pour tout mettre en place. Il confirme. Voilà, non, mais c'est un livre d'utilité publique. Mais voilà, c'est pas pour, il faut enlever ce cliché de suivre la fin du monde. Moi, c'est pas pour ça que j'ai adopté ça. C'est pour pouvoir être autonome et pouvoir vous suffire. Et c'est vrai que c'est très important. Pas forcément autonome, mais être serein sur certaines choses. Voilà. Ouais, je comprends.
au quotidien sur des petites merdouilles en fait, qui emmerdent tout le monde. Oui. Bon voilà, moi quand j'ai eu une coupure d'eau et de courant à la maison, moi j'ai vu tous mes voisins courir à Leclerc pour acheter de l'eau. Bon j'avais un stock d'eau, je ne suis pas allé courir à Leclerc. Voilà. Non mais c'est un bon exemple, Cédric. Merci de cela. Et justement, alors il y a la débrouille. Au vrai sens du terme, c'est pas mal, hein. Oui. Parce que votre livre, c'est aussi un livre pro-débrouille et anti-merdouille. Exactement, anti-merdouille, je le revendique. Alors ça, c'est un bon slogan. En slogan, d'ailleurs. Survivre à la merdouille, ça va être le prochain. Alors, pour survivre à la merdouille aussi, il faut avoir un bon esprit. Pour avoir un esprit, il faut avoir un bon corps. Et pour avoir un bon corps, il faut s'alimenter pas mal. Et ça, c'est le thème de votre livre, Survivre à la malbouffe, gros. Alors bon, la malbouffe, on en parle depuis très longtemps, etc. Et au fond, ce que vous donnez là aussi, c'est un livre, je ne dis pas que c'est un livre de recettes, mais c'est un livre très intéressant parce que vous avez aussi, et je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi cette méthode, pourquoi, enfin, vous avez des livres passionnants de gens, hommes et femmes, qui ont justement travaillé leur corps, travaillé leur alimentation, et au fond, si vous aviez à résumer, c'est quoi? D'abord, c'est vivre pour manger et non pas manger pour vivre, d'abord, et puis surtout, un esprit sain dans un corps sain, comme, c'est presque l'Ecclésiaste, enfin, c'est la 10 siècles. Au fond, si on avait à résumer, c'est quoi bien manger? Alors, je tiens à dire que justement, après toutes ces années de travail où j'ai pris beaucoup de poids, 30 kilos, monstrueux, et j'ai négligé certainement aussi le sport, alors que je suis quelqu'un de très sportif, et je continue à l'être, mais clairement, un de mes amis m'a dit, mais tu te prépares à entre guillemets, je plaisante, la fin du monde, comme m'a dit notre interlocuteur, évidemment, on se prépare à des temps difficiles, avec des réserves, etc. Il me dit, mais au fait, physiquement, tu vas mourir d'une crise cardiaque au bout d'un moment. Et moi, je dis, ah oui, ce serait con que je fasse tout ça, et puis j'ai 4 enfants, et que je meure de crise cardiaque, et je pourrais pas avoir mes petits-enfants. Non. Donc on se reprend en main. On se reprend en main. On va en parler tout de suite après la dernière petite pause de l'émission avec Piero San Giorgio. On se reprend en main et on apprend à bien manger. Qu'est-ce que ça veut dire bien manger et ne pas être trop gros, parce que ni trop maigre d'ailleurs, c'est pas le problème. À tout de suite. Survivre à la peur, et puis surtout on va parler de gros. Le livre de Piero San Giorgio qui paraît aux éditions Culture et Racines, comme celui de Survivre à la peur, survivre donc à la malbouffe. Alors, en quelques mots, alors d'abord, je dis, vous donnez énormément de recettes, je dis pas de recettes de cuisine, mais de recettes de qu'est-ce que ça veut dire manger bien, qu'est-ce que ça veut dire manger simple ou manger sophistiqué, mais tout en se protégeant et surtout se développant. Et vous faites une série d'interviews, d'ailleurs, passionnant, j'en ai eu quelques-uns, avec d'abord de très belles jeunes femmes, athlètes incroyables, des savants, des nutritionnistes, etc. Et si vous avez résumé, au fond, on dit, voilà, aujourd'hui, écoutez, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous voulez quand même ne pas mourir d'une crise cardiaque trop tôt ou autre chose, on choisit quoi ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis pas la personne parfaite. Je suis d'abord pas médecin. Et j'ai pas le corps parfait, ni peut-être même l'esprit parfait pour donner des leçons et expliquer aux gens quoi faire. Et donc, mon approche, qui a été d'abord pour moi, a été d'aller rencontrer, bien sûr, des médecins, des nutritionnistes, puis plus petit à petit, des experts qui m'expliquent et qui expliquent donc aux lecteurs finalement les pistes de réflexion indispensables que nous devons avoir pour adapter ce qu'il ne faut pas manger d'abord, ce qu'il faut manger, comment bouger, parce qu'effectivement, je discute aussi avec des grands sportifs. Ce sont ce qui rentre comme énergie dans notre corps via la nourriture, c'est une chose. Il y a le repos entre les deux, mais il y a aussi ce qu'on sort comme énergie par l'activité physique. Et c'est là où il y a un lien avec le stress et la peur, etc., et les émotions. Mais clairement, ce que j'ai absolument vu, c'est qu'on a un mode de vie, donc notamment ce qu'on appelle la malbouffe, avec la nourriture qui est trop riche en sucre, trop riche tout court. On mange trop riche en sucre, trop riche en produits transformés avec des graisses polysaturées, des trucs vraiment immondes. J'essaie aussi dans ce livre de pas utiliser des termes trop techniques, de rester simple pour que chacun puisse comprendre et pas avoir à lire ce que c'est que des trisaccharides, ce que c'est voilà, des termes trop techniques parce que c'est trop compliqué, du glycogène, etc. J'essaie de rester simple. Et
On a aussi trop de céréales, des céréales de mauvaise qualité, et tout ça rempli de pesticides, de fongicides, de plastique, de métaux lourds, qui saccagent notre santé. Et on se retrouve, donc, ajoutons à cela notre mode de vie trop stressant, trop fatigant, qui nous fait grossir, hein, le stress, urbaine, c'est le cortisol, etc., voilà. etc., ouais. Eh bien, il faut d'abord comprendre ce qu'il faut enlever. Donc, il vaut mieux enlever le sucre, sous toutes ses formes si possible. Alors évidemment c'est moins grave si on mange un fruit de temps en temps, mais même les fruits il faudrait y aller avec modération en réalité. Tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucre transformé, sirop de maïs, les boissons sucrées, tout ça vraiment à dégager le plus possible. Et c'est pas facile, je vous assure que moi j'essaye et j'ai bien avancé, mais c'est très très dur parce qu'il y a les repas de fête, il y a les traditions, il y a les gâteaux, il y a les tentations de la publicité, et l'agroalimentaire elle nous rend ça très irrésistible. Le sel modéré, avec modération, et puis le lait. Pas les produits laitiers, le lait surtout, c'est aussi très très mauvais pour notre santé. On peut manger un fromage de temps en temps, hein, avec modération, très peu. Ouais. Mais voilà. Et ensuite, quant à manger, c'est là où ces experts de nutrition, et notamment des paléonutritionnistes, c'est-à-dire, ça c'est un truc incroyable, des gens qui étudient ce que mangeaient nos ancêtres il y a très longtemps. Les chasseurs-cueilleurs même. Sur qu'est-ce que mangeaient les chasseurs-cueilleurs, parce que nous avons été des millions d'années, des centaines de milliers d'années certainement des chasseurs-cueilleurs, et quelques milliers d'années des sédentaires agricoles, et un siècle à peine des urbains métrosexuels à trottinette. Donc avec à l'abondance de nourriture totale et excessive. Donc là il y a ce travail. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire un livre ni de recettes, ni en disant regardez-moi comme je suis beau, comme je suis maigre. J'ai pas appelé le livre maigre, hein, je l'ai appelé gros. J'ai encore du boulot. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à une personne simple qui veut pas être envoûté par des termes trop techniques, attention etc. à cela. Et vous donnez des exemples. C'est ça qui est intéressant, qu'ils soient chez des experts, des nutritionnistes. Oui. Et au fond, vous leur dites, vous êtes vraiment en forme, comment et pourquoi. Exactement. Et ce livre va pouvoir vous accompagner, chers amis lecteurs, en allant voir un nutritionniste peut-être, ou en allant voir votre médecin en disant... le médecin veut dire il faut manger modéré, mais c'est vague, ou un peu de tout. Un peu de tout, quoi, du cyanure? Non, pas de tout. Il faut manger certaines choses qui sont bonnes pour nous. Alors, heureusement, ici, en France, vous êtes dans probablement le pays du monde, avec peut-être quelques pays asiatiques, on devrait ajouter pour être juste, mais en tout cas en Occident, vous êtes le pays au monde avec la meilleure nourriture, qui est encore la plus équilibrée, qui vous permet... Oui, même moi j'utilise ce terme qui est vague en l'occurrence, mais qui vous permet d'être en relativement bonne santé par rapport, vous connaissez les États-Unis, c'est une catastrophe. Dans le monde arabe, on a 40% de diabétiques, 60% d'obèses en Arabie Saoudite, 40% d'obèses aux États-Unis, 45% je crois maintenant. Et donc il y a des problèmes de santé publique colossaux qui sont liés, et puis surtout un malheur personnel, c'est dur, on meurt plus jeune, on n'a pas de longévité en bonne santé, c'est terrible. Aussi aux États-Unis. Hein. Oui, l'espérance de vie baisse, c'est ça. Exactement. Et donc on n'est pas là pour ça. On a été conçu aussi pour prendre du poids parce qu'il y a des périodes de famine. Et donc on a été sélectionné pour être des animaux qui prennent rapidement du poids, mais on n'a jamais été fait pour cette abondance, notamment de sucre, partout omniprésente, et que l'industrie alimentaire est... Voilà, qui veut faire son profit, et c'est normal. Non, c'est normal, mais c'est pas tellement normal, quoi. C'est pas sain. C'est pas sain pour nous. C'est pas sain, parce que si ça provoque ce que ça provoque, obésité, cardiovasculaire et compagnie. Alors, on peut travailler sur les pouvoirs publics de dire il faut faire ceci, interdire cela. Bon, moi, comme toujours, je préfère le travail de l'individu qui va se prendre en main. À la législation qui vous interdit, quoi. Voilà. Et alors, c'est peut-être moins efficace d'un point de vue global, à court terme, mais à long terme, c'est lorsque l'individu est convaincu du pourquoi il va pouvoir aller voir sa famille lors du repas de fête en disant non, mais il y a une raison pour laquelle je mange pas ça, ça et ça. Parce que et le jour où il est en pleine forme, il pourra faire des écarts. Mais en attendant, et moi j'avais des années que je fais moins en moins d'écarts, parce que je tiens tête maintenant à ma mère, que j'adore et à qui je dédie ce livre, qui va me dire mais t'es pas bien, tiens, viens ton spaghetti aglio olio al dente, hein. Eh bien je dirais à Piero San Giorgio et à vous tous, non seulement bon appétit, mais sain appétit. Et bonne chance.